Bonjour à tous. Il est allé au Congrès samedi en tant qu'Union démocratique pour un Bénin nouveau et en est ressorti Renaissance nationale. Le parti politique dirigé par une femme au Bénin a fait une mue dont on cherche encore à comprendre les contours. En attendant que des acteurs bien indiqués viennent à nous en dire deux mots sur ce plateau, nous allons interroger la presse ce matin qui a fait un large écho. La une des journaux, c'est dans un instant. Puis, nous allons en parler d'abord avec le commentaire de Franck Kaounou qui va planter le décor. Puis, pendant nos moments de discussion, j'aurai tout à l'heure deux invités sur cette émission, l'un au téléphone et l'autre en studio, et pour deux sujets différents. Le préfet du département de la Donga qui a promis décrocher notre appel dès que son téléphone va sonner, nous parlera du pôle du département sous sa responsabilité en attendant les fêtes qui s'annoncent. Et le second qui sera sur ce plateau d'un instant à l'autre, c'est Jules Mantro, consultant en management des entreprises. On va parler éducation. Bienvenue à tous. Nous voici donc au premier rendez-vous sur Actu Matin. C'est la une des journaux. On va commencer par fraternité, financement pour la lutte contre le changement climatique, le FMI pour la résilience de l'économie béninoise, 200 millions de dollars décrochés, lutte contre la corruption, la performance du Bénin relevée par Afrobaromètre, organisation, planification, cocktail, d'atout pour un métier, si le MC n'a pas les qualités requises, qu'il ne se hasarde pas à prendre le micro. C'est un conseil de celui qui s'y connaît, Valentin Akodedjro. La Nation. Patrice Talon en Martinique, une visite inédite, empreinte d'émotion, a placardé en manchette le journal du service public. Info Matin, animation politique béninoise, UDBN fait peau neuve et devient RN. Claudine Afiavi Prudencio aux commandes du nouveau bureau. Le matinal, renforcement de la résilience face au changement climatique. À la page 2, vous lirez que le FMI accorde près de 121 milliards de francs CFA au Bénin, éducation au Bénin en 2023. Des avancées enregistrées. À noter le quotidien Gabarou qui est un peu politique. En sa manchette ce matin, un financement public des partis politiques au Bénin. La Sénat remet 1,5 milliard de francs CFA aux partis UPR, BR, FCBE et LD. Le potentiel réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. Est-ce un fauteuil d'enfer et de mort dans les mairies? Le journal fait une alerte. Dynamisme Info, UDBN, désormais Renaissance nationale. Le parti de Claudine Prudencio fait peau neuve pour de grands défis. Situation des armes débattues à l'Assemblée nationale. Colère noire des concernés face à la sorte de passivité des députés. Gaskiani Info de l'UDBN à la Renaissance nationale. Pour quel effet s'interroge donc le journal Nord-Sud quotidien, budget 2023, le point des dépenses en 9 mois. La Nouvelle Tribune, préservation du lieu de détention du roi Béanzin au fort Tartanson, une belle leçon de conservation du patrimoine. Matin libre ce matin, Bénin vit des partis politiques. Avec les démocrates, une certitude tombe, tout peut arriver. Accident de circulation dans le littoral. Pourquoi les victimes évacuées à Calavi, s'interroge le journal. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique. L'UDBN change de dénomination et devient RN. Claudine Prudencio, une intrépide à Gaudier. Vous achetez Fraternité. Vous lirez beaucoup de détails aussi à propos de cette information-là. Allez, Diakpata maintenant. Vie des partis politiques au Bénin, la RN est née sur les centres de l'UDBN et se fixe des défis de grande victoire pour 2026. Discours sur l'état de la nation. Talon face aux députés ce jeudi. L'événement du jour, traite des Noirs vers la Martinique. Le président Talon appelle à une réparation conséquente. Libération, lutte contre la corruption en Afrique. Le Bénin enregistre le niveau le plus élevé de satisfaction des performances. Visite du Mémorial Cap 110 au Diamant. Talon rend hommage aux déportés victimes de la traite des Noirs.
vers la Martinique. Le Béninois a libéré, affaire Madougou Aïvo et retour des exilés, et si d'autres entités s'invitaient au débat après l'échec constaté des politiques. Suggestion donc du journal Le Béninois libéré le matin, engagement des gouvernements dans la lutte contre la corruption. Le Bénin dans peu le temps des pays à résultats satisfaisants. La cible de l'info, plus littéraire ce matin, lancement officiel de 2 ouvrages de développement personnel samedi à Kassato Aboumé Kalavinouhou a commenté, inscrit son nom au panthéon du livre béninois. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Financement pour la lutte contre le changement climatique. Le FMI pour la résilience de l'économie béninoise. 200 millions de dollars décrochés. Nous apprend Fraternité, lutte contre la corruption. La performance du Bénin relevée par Afrobaromètre. Organisation, planification, humour, cocktail d'atout pour un métier. Si le MC n'a pas les moyens et les qualités requises, qu'il ne se hasarde pas à prendre le micro, conseille vivement Valentin Acodedro, lui qui s'y connaît en la matière. Ainsi donc, les informations là, une des publications ce matin, Fraternité peut nous intéresser avec cette actualité-là que le Bénin est de plus en plus transparent. En tout cas, ce sont les résultats de consultation de Afrobaromètre concernant la lutte contre la corruption en Afrique. Patrick Sokegbe nous donne quelques détails. En janvier 2021, Transparency International a classé le Bénin 83e rang mondial pour un score de 40 sur 100 inférieur à la moyenne mondiale de 43 points pour le compte donc de l'année 2020. Le prochain rapport de l'ONG sera publié dans quelques jours, le 25 janvier prochain notamment. Au plan africain, les avis sont mitigés. Sur le continent, il ressort que la majorité des Africains perçoivent une hausse de la corruption sur le continent. Et selon le rapport d'études, 67% des personnes interrogées estiment que leur gouvernement n'est pas efficace dans la lutte contre la corruption. Alors que disent les Béninois par rapport à ce que fait le gouvernement Talon? Eh bien, vous avez les avis dans l'article proposé par Patrick Secret. Vous avez surtout aussi les détails liés à cette enquête réalisée donc par Afrobaromètre. On peut s'intéresser aussi à l'actualité au plan africain avec notamment le Tchad qui était aux urnes hier pour un référendum. Alors de quoi est-ce que ça retourne d'hier à aujourd'hui? Fraternité vous fait un petit point. Vous avez aussi des actualités, notamment en RDC, qui s'inquiètent après plusieurs cas de violence préélectorale à quelques jours de la présidentielle. Retenez que c'est aujourd'hui le dernier jour de la campagne dans ce cadre. Qu'est-ce que les acteurs se disent là-bas? Fraternité vous propose un petit point. Un petit point aussi au sujet de l'actualité au Nigeria. Achetez donc le journal et intéressez-vous. Intéressez-vous aussi à l'actualité des sports, notamment du football. Et qu'est-ce qui se passe dans cette discipline-là au niveau du Bénin? Eh bien, bonne nouvelle, nous apprend Fraternité. On a enfin la direction technique nationale. À quoi est-ce que ça ressemble? De quoi est-ce qu'il s'agit? À quoi est-ce que ça va servir? Achetez le journal, intéressez-vous aussi. Et si votre livreur n'est pas encore chez vous, restez calé devant Canal 3 Bénin. Sport Matin, c'est tout à l'heure. Ce sera avec Ali Moumouni qui nous aidera à faire le tour de l'actualité des sports dans ce studio tout à l'heure. Mais avant lui, ce sera d'abord le journal, le mini-journal sur l'Actu Matin. Ça s'appelle le Bulletin par ici. Quand on est lundi, Teddy Goudalo, il se sape très bien pour nous le présenter. Il est déjà là. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le bulletin de l'information, à suivre tout à l'heure, on aura les images concernant le budget de l'État exercice 2024 qui mentionne le reversement de 3000 aspirants au métier de l'enseignement. Comment est-ce que les syndicalistes apprécient-ils cette annonce du gouvernement? Nous entendrons la réaction de Noël Chadaré que vous avez à l'image. Il est le secrétaire général de la COSI Bénin. Et puis, dans la commune de Dambo, les cadres de cette localité ont tenu la semaine écoulée un atelier de présentation d'amendements et de validation du plan de contingence actualisé de la commune. L'atelier s'est déroulé en présence des chefs d'arrondissement et de village et bien d'autres acteurs. Nous vous proposons des détails tout à l'heure. Voici le bulletin. C'est une
promesse récente du gouvernement devant l'Assemblée nationale dès 2024. 3000 aspirants au métier de l'enseignement seront reversés. Le gouvernement de Patrice Talon l'a mentionné dans son budget général de l'État pour l'exercice 2024. Comment est-ce que les syndicalistes perçoivent-ils cette annonce? Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Canal 3 Bénin est allé interroger Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. Il s'est bien ouvert au micro donc de votre télévision. On va le suivre ensemble. Je dois vous dire que nous apprécions à sa juste valeur cette mesure, cette décision qui a été prise par le Conseil des ministres. Nous l'apprécions, nous en félicitons le gouvernement pour cela. Parce que ça a été toujours notre revendication, la confédération qui est la mienne, la COSI Bénin, avant-gardiste de ce combat pour les AME, qui sont dans de mauvaises conditions de vie et de travail. On a souhaité qu'on établisse une passerelle pour qu'ils deviennent agents de l'État, qu'il y ait un contrat à durée déterminée, qu'ils sortent de leur précarité pour être dans un contrat à durée indéterminée. Et ainsi, on a souhaité qu'on augmente le nombre de mois, parce qu'ils avaient 9 mois de salaire, de salaire, quelque chose qui ressemble à cela. Et quand le gouvernement a annoncé cela, pour dire, OK, nous marquons notre accord pour reverser, accord de principe, nous avons félicité cela. Maintenant, nous avons été surpris désagréablement par la décision qui consiste à dire, nous allons avancer 3 000, nous allons reverser 3 000 tous les ans. Ceux qui sont éligibles à cela, ces AME éligibles, sont au nombre de 30 000. Primaire, secondaire, confondus. 30 000, si on doit faire 33 000 par an, il faut en faire, ça fait 10 ans qu'il faut faire pour que le dernier AME soit reversé. Je trouve un peu cela, le chiffre avancé comme un chiffre insignifiant, dérisoire. C'est un pas dans la bonne direction, certes, mais c'est un petit pas, il est timide comme pas. Et il faut que le gouvernement fasse mieux. Parce que ce dont nous avons convenu avec le chef de l'État, c'était le principe de reversement de tous ceux qui ont déjà fait, n'est-ce pas, 3 mois. On considère que les 3 mois, 3 ans. On considère que tous ceux qui ont fait 3 ans, on considère cela comme une sorte de service militaire, un peu, parce que les conditions des 3 ans sont complètement dérisoires. Ce ne sont pas dans les meilleures conditions. C'est donc Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, au sujet de cette promesse du gouvernement de recruter environ 3000 aspirants au métier de l'enseignement dans notre pays au titre de l'année 2024. Autre actualité concernant toujours les emplois, on annonce un recrutement de 167 agents de divers corps au sein du ministère de la Justice et de la Législation. Teddy Goudala, des personnes en situation de handicap y ont pris part, vous nous dites ce matin. Bien évidemment, Tanguy, ce recrutement, les admissibles à ce concours vont en fin de compte être déployés au sein des différents services du ministère de la Justice et de la Législation. Il faut dire que 44 candidats ont planché pour 167 postes à pouvoir. C'était samedi dernier au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Idriss Boukari était de la partie. 8h15 ce samedi 16 décembre au lycée technique Koulibaly de Cotonou et les épreuves sont officiellement lancées. Le ministre de la Justice et de la Législation préside cette cérémonie. Au total, 10 044 candidats composent au titre de ce concours de recrutement au profit du ministère de la Justice pour 167 postes ouverts. Les candidats planchent dans 26 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Du côté du ministère du Travail et de la Fonction publique comme au ministère de la Justice, toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation de ce concours. Ce concours, c'est d'abord le renforcement des effectifs, c'est le renforcement des ressources humaines, c'est le renouvellement de la ressource humaine au niveau du ministère de la Justice et c'est la possibilité que le ministère de la Justice et l'administration du service public de la justice retrouvent du personnel pour rendre les services qu'il faut à l'ensemble de la population béninoise. Et c'est l'objectif du service public, l'excellence, tout simplement.
qu'ils remplissent les meilleurs critères pour qu'à la tâche, on retrouve des fonctionnaires compétents, capables de rendre le service qu'il faut, capables de résoudre les problèmes qui sont posés par la population à leur contact. Les candidats composent dans une quinzaine de corps. Ce concours, selon le ministre de la Justice, se déroule sous un format particulier. Des dispositions spécifiques ont été prises pour permettre aux personnes en situation de handicap de composer dans de meilleures conditions possibles. Cette particularité-là, elle est exceptionnelle aujourd'hui. Elle est liée à une volonté du gouvernement de M. Patrice Talon, président de la République, qui décide de dépasser le handicap et de permettre à toute personne porteuse de handicap d'être comme tous les autres citoyens de la République, capables d'accéder aux mêmes fonctions, d'accéder aux mêmes services. Et donc, nous avons, pour cette fois-ci, organisé la participation de toutes ces personnes et proposer les épreuves en conséquence. Donc, il y a ici des épreuves en braille, il y a ici des épreuves particulières et c'est cela qu'on vous a montré tout à l'heure. Ces personnes bénéficient d'un avantage particulier prévu par le décret permettant la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le recrutement. Les candidats admis auront à renforcer l'effectif du personnel du ministère de la Justice et de la Législation. Et voilà, à l'instant, Idrissou Boukari. En image maintenant, une note politique. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau renaître de ses cendres avec une nouvelle dénomination, Renaissance nationale, est la nouvelle appellation de cette formation politique dirigée par Claudine Afiavi Prudencio. Un changement de nom qui vient relancer le parti dans l'arène politique avec de nouveaux objectifs. Renaître pour conquérir, c'est le thème du congrès extraordinaire qui a mobilisé tous les militants samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. L'autre temps fort de ce congrès est le renouvellement du bureau politique de ce parti avec l'insertion de plusieurs jeunes. On va finir avec cette actualité au niveau de la commune de Dangbo. Les cadres de la commune ont tenu cette semaine écoulée un atelier de présentation d'amendements et de validation du plan de contingence actualisé de la commune. L'atelier s'est déroulé en présence des chefs d'arrondissement et de village, les élus locaux et bien d'autres acteurs concernés. Candide Mourinta. Cet atelier de présentation d'amendements et de validation du PCC actualisé de la commune intervient plusieurs jours après les travaux qui ont rendu disponibles les données nécessaires pour l'actualisation du plan de contingence communal. L'assistance a eu droit à une présentation détaillée du PCC qui va couvrir la période de décembre 2023 à novembre 2024. Les mesures qu'on a présentées en fonction des acteurs, des investissements. À l'issue de la présentation, les différents acteurs ont porté des amendements qui ont par la suite fait objet de débats. Ce processus qui a été vraiment court mais efficace. Efficace parce que nous sommes parvenus aux résultats que nous espérions. Et le couronnement de ces résultats-là, c'est la validation de notre plan de contingence actualisé. Comme vous le savez, c'est un exercice auquel nous devrions désormais nous habituer. En 2024, nous nous prêterons encore au même exercice pour actualiser le PCC, pour le projeter sur 2025. Ils sont nombreux à intervenir dans la mise en œuvre inclusive du plan de contingence communale 2023-2024 de la commune de Dangbo. Entre autres acteurs, les élus locaux, les autorités de la mairie, pour ne citer que ceux-là. La NPC a des cellules au niveau de chaque commune, donc c'est des points focaux de réduction de risque de catastrophe et d'adaptation au changement climatique. Donc c'est via ces points focaux-là que tout le travail se fait. Et donc le travail de recensement des situations au niveau local et le travail de prise de décision, c'est ces points focaux qui rendent compte à l'autorité
et les décisions sont prises pour pouvoir aider ces communautés, les déplacer s'il le faut, leur apporter des vivres, le nécessaire pour pouvoir subvenir à ces différents aléas-là. Ces différents acteurs ont validé ce plan de contingence actualisé de la commune de Dangbo dans l'espoir que tous les amendements soient pris en compte dans l'actualisation du document. Et voilà, ce sera tout pour cet exercice matinal. Je vous retrouve demain pour le même exercice. Tanguy Agoy, bonne journée. Merci beaucoup à vous. En attendant de nous retrouver demain, passez une très bonne journée et surtout fêtez bien, puisque c'est votre anniversaire aujourd'hui. Merci Tanguy. Allez, joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, on va faire une pause. Le temps peut-être de renouer avec la suite d'Actu Matin. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. Allez, notre invité ce matin, rapidement, Jules Madjo, consultant en management des organisations, membre de la Super Commission mondiale de l'ONU pour l'UNESCO sur les EDD 2020-2030. Vous avez bien entendu EDD. L'EDD, c'est l'éducation au développement durable. Monsieur Madjo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. C'est quoi déjà les EDD? Les EDD, comme vous l'avez si bien dit, c'est éducation au développement durable. Alors, on connaît bien les concepts OMD devenus ODD par la suite. On connaît leurs objectifs qui touchent assez de domaines, notamment de la vie socio-économique et de développement humain. Pourquoi un autre concept qui n'aborde que le volet, je dois dire, les objectifs liés à l'éducation? Des OMD à ODD, on se pose toujours des questions. Nous avons été consultés en 2018 par l'ONU. Appelle la proposition pour revoir autre façon d'atteindre les objectifs, puisqu'on avait démontré que les pays comme les nôtres, un peu sous-développés, continuent de parler des ODD et non de l'application pour les résultats espérés. Donc vous avez, comme dans des pays où on fait encore des séances pour informer sur les objectifs. Et ça n'a pas de sens. Nous avons été consultés pour voir quelle autre forme d'accélération d'atteinte des objectifs nous pourrons avoir à l'horizon 2030. D'où nous avons décidé de mettre en œuvre réellement par l'enseignement, par l'éducation, la mise en œuvre, la pratique réelle des ODD. D'où EDD. Éduquer les gens à travers les ODD et nous pouvons aller réellement aux objectifs à l'horizon 2030. Alors, il s'agit visiblement de rendre transversale aux autres ODD la question de la politique éducative des pays. Alors, pourquoi mettre autant d'accent sur l'éducation alors que dans les pays comme les nôtres, tout est prioritaire, santé et tout?
Quand nous parlons de l'éducation, ce n'est pas seulement ODD 4 qui est éducation de qualité. Pourquoi je parle de transversalité? Exactement. Aujourd'hui au Bénin, si vous avez suivi le candidat Patrice Talon en 2021, il avait décrié le contenu de l'enseignement, c'est-à-dire l'éducation béninoise à travers le tour du Bénin. Et étant un sachant, j'étais très content que de 2021 à 2026, on aura vraiment le Bénin qui va déposer de contenu à l'éducation. Parce que on se pose la question, à part la pédagogie, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Et durant 3 années au sommet, avec Antonio Guterres, Angela Merkel, Giannini, nous étions restés à réfléchir secteur par secteur. Et quand nous parlons de l'éducation, c'est mettre tous les secteurs au profit des curricula et permettre aux enseignants du primaire à l'université de s'inspirer de la vie socio-politique et de mettre au sein de leur connaissance le programme d'action du gouvernement de chaque pays. Donc, si on analyse le programme enseigné par un enseignant, on doit retrouver la part du programme d'action du gouvernement exécuté en son temps. C'est l'éducation au service de la politique, c'est ça? Non, au service du développement. Si aujourd'hui, vous n'enseignez pas ce que vous faites aux enfants, mais quelle sera l'histoire demain? Mais le régime change. Déjà que nous parlons de la vision, il y a eu la vision à la FIA 2025, aujourd'hui nous parlons de vision 2060, Bénin 2060. S'il y a une vision que vous n'enseignez pas à vos enfants et que le régime change, les hommes meurent. Maintenant, quels sont les à la progéniture? Donc c'est la continuité dans la vision commune qui conduit au développement. Donc il était question à la fin de nos travaux en 2020, de reformer tous les enseignants du primaire à l'université et de faire d'eux des éducateurs. Il y a différence entre éducation et enseignement. Donc nous avons pu éclater l'éducation en 3 volets. Il y a l'éducation comme classique, ce que fait le gouvernement et les autres. Il y a l'éducation formelle et l'éducation non formelle. Donc associer tous ces 3 pôles, nous aurons réellement l'éducation. C'est quoi? On est dans un contexte de nouveau programme d'éducation, c'est ça, ou une autre façon d'éduquer? C'est autre programme adapté aux ODD qui permet d'avoir un développement intégré, qui permet aux jeunes formés d'être aptes demain et de répondre aux problèmes qui se posent au jour le jour à l'humanité. Alors, quel est l'esprit de ce projet-là et comment ça va s'implémenter? Nous sommes déjà en retard par rapport mes passages sur l'écran au RTB, mes rencontres avec les autorités n'ont pas peut-être prospéré. Sinon, il était question de revoir autre façon de mise en œuvre des ODD pour l'atteindre encore plus accéléré à l'horizon 2030. Et ce programme est entièrement à 100% financé par les instances de l'ONU qui observent les pays, quand nous parlons des ambassadeurs, représentants de PONUN, de tous ceux qui représentent ils sont délégués pour suivre. Mais si le pays ne prend pas en compte ces initiatives, le financement viendra d'où? Non. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut se reprocher, mais le Bénin a une base de plateforme appréciée par les 193 nations, puisque au finish de nos travaux, à la fin de nos travaux, le Bénin a été le seul pays retenu pour emboîter les pas à cause de problèmes de gestion du changement climatique qu'il faut adapter désormais aux pratiques quotidiennes de tout secteur, quoi. Donc, aujourd'hui, il était question que le PAG de 2021 à 2026 devait être arrimé sur les EDD et non les ODD. Donc, quand nous parlons de ODD, c'est rien que des objectifs, mais les EDD prennent en compte l'application, la réflexion, la vision du chef de l'État en place pour le moment, et cela pourrait donner quelque chose de communication sur l'action. Donc, ce que fait le chef de l'État, c'est que décide le gouvernement. On peut vous dire déjà que non, les enfants sont déjà au courant à travers l'enseignement dans les classes, dans les salles de classe, dans les lieux de culte, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui était pensé, programmé, déposé, mais le Bénin, malgré mes efforts, je ne suis pas encore écouté. Merci. Ça va venir, on va prier pour vous, on va croiser les doigts pour vous. Quand on parle souvent d'éducation, l'État, ma foi, s'intéresse très peu, en tout cas officiellement, à ce qui se passe dans les églises, en tout cas dans les lieux de culte. Est-ce qu'au moins cet aspect sera pris en compte, notamment avec cette vision? Quand nous avions eu à faire des propositions, je
je faisais partie de ceux qui ont mis l'accent sur l'éducation. Là, on appelle ça l'éducation non formelle. C'est pas formalisé par l'État, mais c'est ça qui est à la base. Quand vous voyez le passage de l'Église catholique au Bénin, l'Église catholique a formé plusieurs cadres aujourd'hui qui sont redressés, qui sont utiles à la nation. Mais pourquoi n'allons pas chercher leurs méthodes et pourquoi ne demandons pas comment se passe notre État est laïque? La laïcité, c'est ça qui est mis en avant. Mais si vous voyez des pays qui adoptent maintenant une religion, disent nous sommes bouddhistes, nous sommes vaudous, nous sommes ci, nous sommes ça, ça dévie déjà du cadre de l'unicité d'action pour l'atteinte des objectifs. Donc, dans les couvents, dans les mosquées, dans les églises, nous ne savons pas ce qu'on met le contenu de leur enseignement et qui permet d'avoir plusieurs pasteurs aujourd'hui au détriment des cadres dans des secteurs qu'on peut exploiter. Et le Bénin est obligé d'aller importer des cadres selon, même si nous fouillons, on peut avoir des cadres, mais s'il y avait l'harmonisation entre leurs objectifs du moment avec ce que les pasteurs, les chefs religieux sont aussi impliqués dans la vision, je crois qu'on peut les mettre en rang pour leur contribution. Et ça sort réellement de ce cadre, ce que nous demandons aux États aujourd'hui en termes de garantie pour les levées de fonds. Si vous avez du problème à lever des fonds aujourd'hui, n'allez pas chercher loin, il y a l'adhésion populaire. L'adhésion populaire, c'est en quoi le peuple est content de vos actions, en quoi le peuple participe réellement à ce que vous proposez comme projet. Et il est question d'impliquer aujourd'hui l'effet d'annonce de ces activités religieuses pour en faire une garantie. Puisque nous parlons d'éducation, on va s'intéresser un peu à ce qui fait l'actualité, c'est notamment le dossier Aspirana. D'abord le système, l'innovation, comment vous le trouvez et puis son déroulement aussi. Je suis un sachant du domaine, parce que j'ai fait partie des cabinets qui ont été présélectionnés dans le temps, sélectionnés pour la gestion des AME. Nous étions au 42 en ce temps et après 11 mois d'études, d'échanges, nous étions au palais pour la signature des contrats pour la conduite. On nous avait classé par zone. Chaque cabinet avait environ 400 enseignants pour que le suivi, l'accompagnement, la formation et même les discussions pour le reversement dont on parle, c'était à nous les cabinets de négocier avec le gouvernement. Leur salaire, tout était pensé, bien pensé. Mais à la fin, on nous avait informé que la consultation était infructueuse. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Oui. Le déroulé actuellement, l'idée, projet Aspirana, comment est-ce que vous le trouvez? Vous la trouvez l'idée? Déjà, c'est formidable, apprécié de nous tous, parce que ça a permis d'avoir les enseignants dans presque tous les cas, toutes les classes de notre... Et on s'en félicite. Maintenant, la gestion actuelle, le reversement et tout ce qui se passe, c'est que nous devons écouter le gouvernement sur sa politique de moyens d'action en termes de budget, et cela dépend uniquement des moyens du moment. Ce qui était pensé, si déjà on avait eu le même programme tel que c'était lancé, les effets, les suivis, accompagnement pourraient permettre au gouvernement de faire des levées de fonds nécessaires pour pouvoir accompagner efficacement, et on ne serait pas en train de dire allons 10%, 33 000 par an sur 10 ans. J'ai suivi tout à l'heure le SG Chadari qui vraiment a fait sortir cet aspect-là. Mais ajouter à nous notre programme EDD, le financement était disponible peut-être à 100% pour accompagner ce qui est l'éducation dans notre pays. Donc nous n'avons rien contre. Nous entendons aussi le programme des EPFU. Les EPFU, c'est-à-dire les écoles privées de formation d'instituteurs. Donc si nous entendons ça dans les coulisses, c'est que l'État a réellement le souci d'accompagner ces AME et les nouveaux aspirants, ceux qui souhaitent leur renforcement de capacité, leur formation et leur insertion. Il y aura plus de choix à la pifomètre, mais des gens réellement formés. On a encore actuellement l'élaboration, vous l'aviez évoqué rapidement, du document dénommé Vision 2060. Il vaut bien qu'on l'arrime ou qu'on arrime notre éducation à son contenu. J'étais au lancement officiel au Palais des Congrès. Effectivement, ils ont posé les pas
Il n'y a pas eu de prérequis, il n'y a pas d'un document distribué à qui que ce soit. Ça veut dire qu'on nous appelle tous à y penser, à déposer, mais quel est le mécanisme mis en place pour toucher le plus grand nombre? Et tel que vous venez de le dire, si nous passons à côté, je crois qu'il y aura problème encore, comme nous l'avons relevé, nous l'avons entendu à l'AFIA 2025, on n'a pas eu à démontrer réellement ce qu'on en a fait parce que ce n'était pas associé à la vision éducative du pays. Donc, peu de jeunes peuvent parler de la vision 2025, l'AFIA 2025, parce qu'ils n'étaient pas au courant. La communication n'était pas au rendez-vous. Est-ce que nous suggérons dans les EDD, c'est une communication sur l'action. Et là, ça concerne les journalistes, ça concerne les plateaux de communication, où il faut parler en temps réel de ce qui se passe dans le pays, ni plus ni moins, ni en faveur de qui que ce soit, et au détriment de qui que ce soit. Donc la vision 2060, je crois que ça fait peur à entendre, mais si nous ne mettons pas les moyens techniques, intellectuels et les hommes du moment, je crois qu'on aura d'ici 2050 à se poser les mêmes questions. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Donc, vous êtes confiant sur l'avenir de l'école? L'avenir de l'école, ça dépend des acteurs. Et de 2021 à ce jour, ce que moi je constate que le gouvernement améliore le cadre institutionnel, mais nous parlons du contenu. Du contenu où il faut réveiller les enseignants et les mettre à disposition les éléments de la gestion réelle de programmes d'action d'année en année. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Je rappelle que vous êtes Jules Madro, consultant en management des organisations, membre de la Super Commission mondiale de l'ONU pour l'UNESCO pour les EDD 2020-2030. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a déjà le préfet de la Donga qui est en ligne pour nos échanges téléphoniques ce matin. Voici donc l'invité au téléphone. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin. Je rappelle que vous êtes Elias Oubiao Aïné, préfet du département de la Donga. Monsieur le préfet, nous allons progressivement vers les fêtes de fin d'année. On sait que la période là rime très souvent avec l'insécurité, notamment dans les communes relativement vastes et surtout proches des frontières comme on les connaît assez poreuses dans votre département. Alors, quelles sont les mesures que vous prenez actuellement ou que vous aviez prises, monsieur le préfet, pour cette période-là? Merci beaucoup une fois, monsieur le journaliste. Et je remercie tous les téléspectateurs aussi de nous écouter. Et dans le département de la Donga, comme à l'accoutumée, nous prenons souvent des mesures sécuritaires à l'orée des fêtes, comme la fête de Noël, la fête de Nouvel An, et même bien après. Et comme la sécurité zéro n'existe pas, tous les jours, nous nous activons à faire de notre mieux pour que tout le monde se sente vraiment relativement en sécurité. Et donc, nous avons des agents de sécurité, notamment le directeur départemental de la police, nous avons le service des eaux et forêts, nous avons le 8e BIA à travers son commandant Bokini et toute autre force de sécurité, la douane, et que sais-je encore. Et nous mutualisons nos efforts, chacun dans son secteur, de manière à ce qu'on puisse synchroniser quand il y a une information. Et donc, la même chose se fait encore cette année au niveau de nos frontières. Vous savez, il y a la douane, il y a la police. Tout à fait. Et actuellement, le problème de soja se pose avec beaucoup d'acuité puisque nos frontières sont poreuses, vous l'avez dit, c'est vrai. Et la tendance de nos citoyens, c'est d'aller là où les gens vendent beaucoup plus cher le soja. Et donc, mais ça n'arrange pas notre pays. Nous sommes obligés, à un moment donné, de freiner ou d'arrêter la chose de manière à ce que nous puissions quantifier ce que nous avons fait comme production sur le territoire national. Tout à fait. Donc, ça paraît mal compris par les populations, les citoyens, mais c'est une réalité. Et si on avait peut-être un mur séparatiste, les gens ne pourraient pas franchir la barrière comme dans les autres pays développés pour aller de l'autre côté. Tout à fait. Et donc, le contrôle se fait au fil des jours pour que ce qui ne devrait pas être ne soit pas.
Donc voilà, grosso modo, ce que nous sommes en train de faire. Il y a des agents au niveau de toutes ces frontières. C'est vrai aussi, il y a des moellons qui sont posés, qui constituent des entraves aujourd'hui pour pouvoir circuler librement et rentrer du côté de l'ouest, je voudrais dire le Togo. Tout à fait. Monsieur le préfet, vous l'aviez évoqué rapidement tout à l'heure, quelques situations de compréhension avec les producteurs de soja qui veulent bien aller vendre leur soja derrière la frontière. Là-bas, on a même assisté à quelques échauffourées après des pierres posées sur la route. Est-ce que les choses sont rentrées complètement dans l'ordre? Est-ce que la population comprenne aujourd'hui la pertinence des mesures du gouvernement? Relativement oui, puisque il y a encore certaines de ces brebis galeuses qui pensent toujours à les faire parce qu'il y a un plus par rapport au prix de l'autre côté. Tout à fait. Bon, nous essayons de sensibiliser parce que la seule force que nous avons ou la seule arme que nous avons, c'est la sensibilisation. À les amener à comprendre que c'est lorsque nous allons, comment dit-on, les vendre sur notre territoire et qu'on pourrait alimenter les usines de Glo et certainement d'autres qui vont venir, que nous aurons une plus-value. C'est dans la transformation que nous allons gagner et non dans la vente brute telle que nous amenons. Même si le prix est double au Togo et que ici il est peut-être la moitié, bon, c'est vrai, c'est quand les gens ils évaluent le coût de production, ils voient qu'ils sont à paix. Moi, qui vous parle principalement, j'ai des parents et très proches, mes jeunes frères qui ont produit, je les en empêche pour dire, n'allez pas, parce que l'État, nous lui devons respect et il faut restaurer son autorité. Voilà ce que notre gouvernement a décidé. C'est cela qui va nous arranger. Et le gouvernement ne pourra pas nous conduire dans le décor. Nous voyons l'argent, il est blanc, bien entendu, mais il n'est pas, et tout de suite, c'est un mauvais serviteur, comme on le dit, ou bien comment l'expression dit. L'argent est bon, mais c'est un mauvais serviteur à un moment donné, quand vous ne savez pas que vous êtes à la recherche effrénée de l'argent, vous risquez d'aller dans les travers de ce que la société demande. Donc, actuellement, c'est la sensibilisation, que les gens comprennent, même si ça leur fait mal, mais il faut qu'ils voient. Bon, aussi, au niveau des efforts du gouvernement, nous pensons bien que le gouvernement a réfléchi jusqu'à arriver à cette extrémité. Sinon, le gouvernement ne pourrait pas comprendre que ça se vend mieux ailleurs. Il va dire non à mes citoyens, n'allez pas. C'est qu'il y a quelque chose que nous devrons gagner. Il doit servir à la grande masse. Et c'est pour cela que ça paraît comme une entrave pour ces populations qui comprennent difficilement ce que nous sommes en train de faire. Alors, la période de fête, monsieur le préfet, c'est aussi le moment par excellence de commercialisation de produits périmés, pas indiqués du tout pour la consommation. Alors, que fait la préfecture dans ce sens pour protéger la population? Comme M. Tanguy, pour l'intérêt que vous accordez à ce domaine, effectivement, c'est le moment où les commerçants, je ne dirais pas scrivent vers eux, mais les mauvais commerçants profitent pour écouler les produits périmés ou bien avariés. Nous avons le service commercial qui s'active tous les ans dans ce domaine et qui, déjà, de façon inopinée, rentre dans les magasins services ou dans les supermarchés pour voir un peu la validité encore des produits en consommation, la validité des produits qui sont en vente dans ces boutiques. Et quand c'est périmé, on saisit. Lorsque c'est pas périmé, qu'il y a encore un délai devant, bon, il n'y a pas de souci. Il y a même des gens qui sont verbalisés pour ça, parce que l'alimentation, vous le savez bien, c'est ça qui fait la personne humaine. Tout à fait. Et quand l'alimentation est mauvaise, tout de suite, quel est le type de citoyen que nous voulons? Tout de suite, c'est que nous compromettons la santé publique. Et par conséquent, donc, nous avons l'œil très regardant par rapport à cet aspect-là aussi. Parce que la période est bien propice pour ceux qui sont de mauvaise foi de sortir les produits qui sont avariés. Mais nous
nous avons constaté aussi que nous n'avons pas de grandes boutiques dans notre département ici, et que souvent c'est les produits locaux qui se consomment, notamment le sorgho, le mil, le maïs, et que nous ne trouvons pas souvent avariés. Mais quand il s'agit des conserves, il s'agit des pâtes alimentaires, je voudrais nommer les spaghettis, les couscous et consorts. À ce niveau, nous constatons ces produits avariés et qui sont souvent saisis. Alors, monsieur le préfet, une dernière question, le temps de vous laisser aller dire vos exigences et patriotisme au drapeau national de tout à l'heure. L'autre aspect, c'est le vol qu'orchestrent les commerçants qui vendent des produits en deçà du poids ou de la quantité normalement indiquée. Certains d'entre eux ont été récemment même épinglés par une équipe de contrôle. Alors, que sont-ils devenus, ces indélicats? Et monsieur le préfet, que faites-vous pour faire observer quand même l'honnêteté dans ce que vendent les gens? C'est une lutte de longue haleine. Cette manière cette pratique, elle est ancrée dans nos sociétés, et à ce niveau également, le service de météorologie qui vérifie, même au niveau de les bouchers, il se fait qu'à des moments donnés, les gens diminuent le poids. On agit sur le kilogramme de manière à avoir moins à diminuer la quantité de ce qu'on veut servir à l'acheteur. Et ça, c'est des actes de mauvaise foi que nous combattons. Et donc, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est la même chose. La lutte, elle est permanente, comme je le disais tantôt. C'est tous les services qui sont compétents dans ce domaine sont mis à pied d'œuvre pour pouvoir décourager à jamais ces oiseaux de mauvaise augure ou ces contrevenants au texte de loi de la République. Parce que tout ce qui est fait, ça va dans le sens de la sécurité alimentaire, dans le sens de la sécurité de tout le monde. Bon, donc la mauvaise foi, c'est difficile de pouvoir identifier tout de suite ces pratiquants, sauf par des visites inopinées que nous opérons par moment. Et quand on prend, il faut sanctionner. C'est l'application de la loi dans ce domaine. Parce qu'aucun domaine aujourd'hui de la vie publique n'est laissé en rade. Tout est codifié et chacun doit pouvoir s'arrimer à ça pour pouvoir vraiment vivre. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que nous, dans la République, nous avons les mains liées. On est tous attachés, mais c'est quand vous respectez les lois à ce moment que vous vous sentez libre. Tout à fait. Mais lorsque vous ne les respectez pas et qu'on vous applique la loi, le procureur ou tous ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, c'est à ce moment-là on se rend compte que effectivement on a les mains liées. Donc être libre, c'est être vraiment d'une manière ou d'une autre, respectueux des tests. Les lois de la République l'exigent. Monsieur le préfet, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes Elias Biawaine, vous êtes le préfet du département de la Donga. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Tanguy. C'est moi qui vous devrais vous remercier parce que vous m'avez permis d'être écouté à l'échelle ce matin. Et donc merci à nos téléspectateurs ou à nos écouteurs. Bonne journée à vous, à Djougou. Merci, vraiment à vous. Merci. De retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause maintenant. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+.
nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, se faire un gros câlin. Bonsoir. Salut lui, salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, se faire un gros câlin. Bonsoir. Salut lui, salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, se faire un gros câlin. Bonsoir. Salut lui, salut.
et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Nous sommes de retour sur ce plateau pour l'instant opinion. Ça va commencer déjà par le commentaire de Franck Kaounou avant les débats. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On a constaté l'heure du repositionnement des partis politiques au Bénin. En tout cas, c'est une interrogation quand on voit un peu l'effervescence sur la scène politique nationale. L'un après l'autre, tous les partis politiques au Bénin en effet affichent un certain activisme et une certaine vivacité, j'allais dire, un repositionnement stratégique sur l'échiquier politique national. Comment est-ce que vous expliquez tout cela? 2026, c'est le rendez-vous de 2026 Tanguy qui fait bouger ainsi les lignes dans l'arène politique nationale et tous les partis politiques, absolument tous, grands ou petits, semblent prendre suffisamment la mesure de l'enjeu. Ils l'ont pris très au sérieux au point où la moindre opportunité est saisie pour réajuster, revoir ou réorganiser même le parti en interne afin de lui donner une certaine solidité et une visibilité, vous le disiez il y a un instant, au lendemain des élections législatives de janvier 2023, chaque formation politique a pu tirer les leçons qui s'imposent, les forces, les faiblesses et les défis à venir, un travail indispensable qui a permis aux acteurs politiques de savoir ce qu'il leur reste à faire dans un monde aussi dynamique que celui de la politique et surtout là où les mouvements politiques sont en pleine action. Je veux parler donc de 2026 avec la naissance de ces mouvements qui suscitent déjà des candidatures. C'était d'abord l'UP, le renouveau de Joseph Fifamin Djokbenou qui a passé au peigne fin les résultats obtenus à l'issue de ces consultations électorales. Ensuite, son frère siamois, le bloc républicain qui s'est assis pour passer au scanner les performances réalisées en janvier dernier et surtout aplanir les divergences qui étaient apparues au grand jour et qui ont failli coûter au parti sa cohésion. S'en sont suivis bien d'autres partis tels que les démocrates avec l'avènement à la tête du parti de Boni Yayi dont l'avènement a suscité beaucoup de débats et donc s'en sont suivis d'autres partis pas aussi maos que les deux premiers dont j'ai parlé tels que le Moël Bénin de Jacques Kayadji, puis ce week-end l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Eh bien, le parti de Claudine Afiavi Prudencio a fait appel à ses militants pour discuter sérieusement de l'avenir du parti mieux que de simples recommandations comme on y est habitué au thème de telles rencontres. C'est à une sorte de refondation du parti qu'on a plutôt assisté. Le parti a carrément fait peau neuve et a migré vers une autre appellation. Le palais des congrès a été témoin de la naissance à nouveau du parti UDBN qui devient désormais RN, c'est-à-dire Renaissance Nationale. La nouvelle appellation du parti passe de 4 lettres à 2 seulement, une option assez sérieuse qui tire son fondement, selon la présidente du parti, d'abord de la riche et inspirante expérience qui est celle
du parti depuis une quinzaine d'années. Ensuite, de l'honnêteté dont on fait montre aussi bien les responsables du parti que les militants en reconnaissant les difficultés rencontrées durant tout le parcours. Et enfin, la ferme volonté de surmonter les embûches, de capitaliser les frustrations, les sacrifices, les insatisfactions, les découragements, les vicissitudes et d'aller de l'avant. Et en prenant l'histoire de l'aigle, la présidente Claudine Prudencio a caricaturé la situation de désormais UDBN, ancien UDBN, devenu RN, comme une régénérescence que subit cet oiseau, rapace puissant chasseur, qui sentant venir sa vieillesse, s'éloigne et subit un cycle de transformation parfois très douloureux et difficile à supporter pour dire « nous sommes là et nous serons toujours là, Tanguy ». Mais concrètement, qu'est-ce que ce changement de nom va apporter comme changement dans la vie de ce parti? Des responsables du parti aux militants en passant par les instances dirigeantes, on soutient qu'il s'agit d'une relance effective du parti pour un repositionnement certain, des combats et des victoires certaines, en surfant sur les limites des positions prises jusque-là face aux différents enjeux traversés par le parti. Ils disent repartir sur de nouvelles bases, ce qui me paraît très important et capital, ne pas s'enfermer dans une autosatisfaction destructive à la limite, me semble un grand atout pour le désormais parti Renaissance nationale. Je pense que ce changement d'appellation par l'ancien UDBN vise également à revendiquer davantage la place légitime qui est la sienne dans le Conseil des formations politiques qui constitue la majorité présidentielle. Ce qui va essentiellement changer, c'est au niveau de l'idéologie qui se trouve plus renforcée que par le passé dans la carapace de l'UDBN. Le parti RN se veut un parti porté sur le social, le libéralisme et le nationalisme. En faisant de sa leitmotiv le socialisme et le libéralisme, le parti arrime liberté économique avec progrès social. C'est aussi au finish une idéologie qu'il décline en 5 grands points dont justice sociale et équité, gouvernance transparente et participation citoyenne, et puis équilibre entre tradition et modernité. Pour ne citer que ces points, c'est dire que le parti RN de Claudine Prudencio veut mener dorénavant une politique très offensive qui va non seulement ramener les militants, les brebis qui ont déserté les rangs pour une raison ou pour une autre, mais également faire allier beaucoup d'autres citoyens indécis à leur cause. En ce moment, il y en a beaucoup. Le cri de ralliement de la présidente du parti lancé à la fin de son discours de clôture en dit long, en avant pour des luttes et des victoires certaines. Et le chemin emprunté par Claudine Prudencio, c'est la jeunesse, une jeunesse au sein de laquelle son appel semble avoir eu un écho favorable déjà. Leur porte-voix a utilisé des mots forts pour démontrer tout leur engagement à relever le défi qui leur est désormais lancé, celui de ratisser large, fouiller et bêcher pour ne laisser aucun citoyen dont le cœur bat pour le parti Renaissance nationale. Justement, Claudine Afiavi Prudencio et les siens ont-ils raison de prendre un autre nom et de redéfinir de nouveaux objectifs? Seul l'avenir nous le dira, Tanguy. Très bien, en tout cas. Merci beaucoup à vous, Franck, pour ce commentaire de ce matin qui, ma foi, nous installe dans le débat. William Cliquant de retour. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Allez, on va parler un peu de l'atmosphère politique et de l'actualité politique notamment, avec cette sortie du parti UDBN devenu RN. Ce n'est pas la première fois que le parti change de nom. On avait par le passé connu justement l'UDBN comme étant l'Union de développement pour un Bénin nouveau, et puis après l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, avec les initiales qui sont restées les mêmes. Cette fois-ci, on est allé dans un changement profond à travers la dénomination aussi. Pourquoi autant de mutations à votre avis? Le premier changement, je rappelle qu'il était expliqué comme étant, on a changé le D de développement en démocratique parce que ce parti né en 2010, à la veille des législatives de 2011, a voulu en 2020 se conformer. Je rappelle que c'était même le tout premier parti politique à se conformer
à la fameuse réforme du système partisan. Et donc, c'était pour montrer un engagement nouveau, une nouvelle façon de faire la politique. Donc, ce pourquoi il y avait eu cette légère transformation de la dénomination. Juste après, maintenant, on parle de renaissance nationale, libéralisme, le libéralisme social comme idéologie. Je crois que c'est Adjavon qui a amené ça pour la première fois ici au Bénin, cette idéologie politique qui moi, m'est très peu connue. Mais dans le fond, ça montre, comme Franck l'a dit, les bruits de bottes, pas bruits de bottes, mais les bruits de couloir en perspective de 2026. C'est un parti satellite à la mouvance présidentielle qui résiste et qui ne veut pas mourir. En octobre 2021, ils ont parlé d'une mise ensemble après, d'une fusion-absorption après encore. Il y a eu une guerre de connotation des mots qui en disait long à l'époque. Ils ont survécu, ils ont même... C'était avec le BR. C'était avec le bloc républicain. Malgré une fusion dite et annoncée dans l'opinion, 10 mois après, ils ont pu justifier qu'ils avaient toujours leur existence légale au ministère de l'Intérieur. Donc, voilà un parti qui a une longévité, qui a une résistance, qui, malgré toutes les agonies, a toujours la vie sauve, et qui aujourd'hui renaît sa cendre tel un phénix, qui propose plus d'épis de maïs sur son nouveau logo pour dire qu'il fera mieux, qu'il fera bon vivre davantage au Bénin. Tant mieux pour la forme, mais dans le fond, qu'est-ce qui change? Pour moi, pas grand-chose. C'est toujours Claudine Prudencio avec son fief limité à une partie de la 6e circonscription électorale, notamment Godomè. Claudine Prudencio était au communal de 2020, justement, quelque temps après cette fameuse réforme. Elle n'a pas pu lever de siège parce qu'elle n'avait pas 10% au plan national. Pour moi, en matière d'ancrage, c'est toujours pas grand-chose parce que Claudine Prudencio elle-même a pu se faire élire députée par 2 fois sous la bannière de l'Union fait la Nation. Toute seule avec l'UDB, elle n'a jamais été au charbon à une élection avec des scores. Entre-temps, elle est devenue présidente d'honneur du parti. Elle a laissé place à une autre tête. Mais là, je vois encore un bureau reconfiguré elle-même au devant de la scène. Bref, beaucoup d'allers-retours sur la scène politique, mais pour un bilan que je trouve peu convaincant. Oui, Franck? Mais moi, je pense que lorsque vous parcourez un peu le discours de Claudine Afiavé-Prudencio, elle a reconnu tout le tableau peint par William Cliquant tout à l'heure. Elle a reconnu d'abord que l'acceptation de son parti au niveau de la mouvance présidentielle est chose difficile à obtenir dans son entourage. Les coups bas, elle en a reçu beaucoup. Elle a été victime de beaucoup de machination, et cela a fait que au niveau même de son parti, les militants étaient découragés à un moment donné. C'était comme un discours de vérité qu'elle a tenu face aux militants pour dire attention. Elle a reconnu même que beaucoup sont partis parce qu'à un moment donné, l'espoir n'existait plus. Moi, je pense que c'est déjà bien de le dire à la face du monde. Et elle dit que le discours qui consiste à dire qu'il n'y a que 2 grands partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, c'est un discours erroné. Et déjà, quelqu'un qui commence par le dire, si elle doit aller dans le fond, vous verrez qu'elle fera beaucoup de déballage. Elle a reconnu également qu'ils ont fait du parcours et qu'elle se réjouit du fait que le parti existe toujours et tient bon. Maintenant, pour les challenges à venir, il était important qu'ils se retrouvent pour revoir un peu les choses. Et c'est ce qui a été fait, passant de l'UDBN à RN aujourd'hui. Je pense que l'idéologie en elle-même est une bonne chose. Et comme je l'ai dit, si nous devons juger le parti, sa ténacité et puis ses progrès, ses victoires et tout ce qui a été dit, à l'aune de l'expérience qui commence déjà dès dimanche. Si lors des prochaines élections, l'UDBN ne parvient pas à lever des sièges, par exemple au niveau des communes, au niveau de l'Assemblée nationale, et ne joue pas un rôle important pour avoir changé de nom, Renaissance nationale. Renaissance, c'est un mot fort, à mon avis, c'est-à-dire que... Ça me rappelle un ancien parti qui n'existe plus aujourd'hui. Renaissance du Bénin et tout, et on sait comment le soleil a brillé sur ce parti, enfin,
grâce à ce parti, le soleil a brillé sur le Bénin, et un parti qui a résisté dans le temps. Et donc, en prenant cette nouvelle allure, moi, je pense que l'UDBN doit se donner les moyens. Le tout ne suffira pas de se contenter des discours, de rassurer sur la base des mots les militants, mais il faut travailler. Il faut travailler pour se donner un plan. Aucun droit ne se donne. Hein. Claudine Afiavi Prudencio doit se dire que pour se tailler une place dans ce concert des partis qui soutiennent le chef de l'État, elle doit batailler dur. Personne ne va lui donner le pain gratuitement. Ce pain-là, on doit aller le rechercher très loin dans les tréfonds de cette marmite-là que tout le monde veut partager, dans laquelle tout le monde veut manger. Et donc, elle doit batailler dur et surtout redynamiser ces structures à la base. Parce que lorsque vous parlez UDBN, lorsque vous parlez de RN aujourd'hui, il va falloir d'abord mettre cela dans la tête des militants. Parce que le nombre qui a été réuni au palais des congrès, ce n'est pas le grand nombre. Donc, il faut aller à la base pour convaincre les militants de ce pourquoi on a pu faire ce changement-là. Je pense que l'avenir appartient aux partis qui se lèvent tôt, parce que 2026, nous sommes déjà en décembre, bientôt janvier, on sera qu'à quelques 2 ans, et si on ne s'y prend pas vite, je pense qu'on risque de rater ce rendez-vous, ce virage important. Vous pensez que c'est des mesures suffisantes déjà pour envisager avec sérénité 2026 au niveau donc de ce parti? Pas du tout. Parce que, vous savez, j'ai comme impression que l'UDBN renaît parce que Moël Bénin, malgré toute sa résistance, existe toujours l'autre satellite de la gouvernance. Ces deux partis doivent accepter que nous les appelions ainsi parce que nous avons 2 gros appareils qui regroupent d'anciens caciques de la vie politique, les barons de la politique béninoise, dont les premiers ténors sont envoyés à la retraite après avoir occupé les plus hautes fonctions de ces gros blocs, et notamment du côté de l'Union progressiste de renouveau, avec une nouvelle génération qui prend le devant. Les plus gros partis, à qui la cause de Patrice Talon, avant même son accession au pouvoir, se sont mis ensemble pour revendiquer leur contribution à l'avènement de Patrice Talon, revendiquer son bilan au premier mandat. Et je suis d'accord que Moël Bénin et UDBN ont soutenu le duo présidentiel Talon-Talata à la présidentielle de 2021, mais ce n'est pas suffisant parce que nous sommes en politique et c'est du darwinisme. Plus vous pesez, plus vous faites le débat. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord que ces 2 machines, Union progressiste, le renouveau et Bloc républicain, regroupent d'anciennes formations politiques assez ancrées et ensemble font un poids politique que ces 2 autres formations ne font pas. Et c'est pour cela que nous les appelons davantage satellites, parce qu'il a fallu la présidentielle de 2021, par exemple, je ne suis pas très informé politiquement peut-être, pour que l'UDBN ait un préfet, Marie Akotrosou, dans l'OME, et Moël Bénin, bienvenue Mulorène Léon, du côté du Molo. Donc, quelque part, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas s'il participe au gouvernement, par exemple. Mais avant ça, Claudine Prudencio a été quand même présidente de l'INF. Quelques temps après, elle est repartie. Et ça, c'est une fonction, pour moi, beaucoup plus technique. Vu aujourd'hui le mandat et les missions de l'INF, c'est un mandat beaucoup plus technique que politique, connaissant aussi également son parcours en tant que femme militante et féministe. Donc, d'une manière ou d'une autre, ces partis doivent accepter cette appellation. Et c'est pour cela, je réponds à votre question en disant que, au-delà d'une dénomination qui change, au-delà d'une idéologie politique nouvellement avancée, au-delà d'un congrès, ils ont à batailler dur, à se constituer une base solide, parce que les échéances de 2026 sont les premières joutes diagnostiques de leur état d'âme, nouveau soit-il ou non. Il y a que là-dedans, on a des communales, on a des législatives, même si à la présidentielle, ça ne donne rien, ou ils n'ont même pas de candidat. Au niveau de ces 2 élections d'ancrage d'une formation politique, ils ont à dire. Et comme je l'ai rappelé, l'UDBN jusque-là a dû aller en alliance pour nous sortir quelques députés. Sinon, la plupart du temps, Claudine Prudencio elle-même. Donc, pour moi, c'est toute la quintessence de ce débat. Et c'est la formation des militants. C'est la constitution d'une base. Ça ne se décrète pas. Les mutations, là, ça suffit pour aller vraiment au rendez-vous de 2026, là? Non, je dirais que c'est un début. Il faut travailler maintenant d'arrache-pied. Et ce que je dois mentionner également, Claudine Prudencio, qu'on le veuille ou non, à mon avis, fait preuve quand même d'une certaine, disons, d'une certaine clairvoyance. Parce que là, c'est pratiquement la seule femme
responsable de parti politique. Pratiquement, c'est la seule femme. C'est la seule femme. Moi, je pense qu'elle tient malgré tout, parce que ce n'est pas facile dans ce milieu-là où vous avez à peine, vous êtes la seule à diriger un parti politique. Diriger un parti politique, ce n'est pas la plus facile des choses. Et les échéances à venir, ce ne sera pas une partie de beurre. D'abord, la mouvance qui doit défendre un bilan pour faire réélire peut-être, pour élire quelqu'un de la mouvance. Et maintenant, les partis... Parce qu'il n'y a pas de réélection. Oui, il n'y a pas de réélection. Il n'y a pas de réélection. Pour maintenir, j'allais dire, le pouvoir dans le camp présidentiel. Et donc, tout est à jouer. Tout est à jouer face à une opposition. Avant même, disons, avant les dernières législatives, on n'avait pas l'opposition véritablement active sur la scène politique. Donc, ici, non seulement Claudine Afiavi-Prudencio doit essayer de convaincre ses autres pairs qui soutiennent les actions du chef de l'État qui est sortant et également essayer de convaincre les autres qui vont vers les partis d'opposition et aller contre également l'idéologie de l'opposition qui est sur le terrain. Ça veut dire que c'est un double travail que l'UDBN doit faire. Maintenir les militants qui sont là, ramener ceux qui sont partis, ratisser pour que d'autres rejoignent la cause de la RN. Voilà, on va s'y habituer avec le temps. Oui. On va s'y habituer, ramener d'autres et en tout cas concilier les positions au sein de son parti. Et l'UDBN doit savoir que les discours, disons, de victimisation, c'est terminé parce que là, il faut aller de l'avant et si on veut aller de l'avant, il faut s'appuyer sur les faiblesses, il faut s'appuyer sur les insuffisances et voler grand. Moi, je pense que ils ont la chance de vite se lever, de vite se réveiller parce que c'est un congrès extraordinaire. Ils ont su que s'ils attendent encore plus longtemps, beaucoup de choses vont leur échapper et nous verrons en tout cas si au bout de... Enfin, après, au soir de 2026, nous allons voir la RN. Voilà, la RN. Ça va venir. Aller de l'avant. William, ont-ils vraiment les moyens là d'y arriver? C'est vrai, déjà un pas, changement de nom. Une femme qui bataille dur, faut-il le rappeler, il faut le souligner, qui se bat très bien pour, en tout cas, maintenir à flot un parti politique qui a beaucoup de difficultés depuis l'instauration de la réforme du système partisan. Des jeunes qui s'en vont, des jeunes qui viennent aussi, il faut le noter aussi. Des élections qui sont ratées d'une manière ou d'une autre, puisque pas de siège levé, que ce soit au niveau de la députation, au niveau des communales, etc. Quand on voit tout ce parcours récent notamment, est-ce que vraiment le parti a les ressources aujourd'hui pour aller véritablement discuter 2026? Il y a des ressources dont le parti dispose. Et là-dessus, j'aimerais faire preuve d'honnêteté. Avoir de quoi constituer un alliage territorial au plan national pour pouvoir se faire enregistrer au ministère de l'Intérieur, c'est avoir déjà des gens à qui a une cause, d'une manière ou d'une autre. Oui, mais qui sont ceux-là qui ont été, je dois dire, embarqués? On sait comment ça se passe. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Je suis d'accord. Ce n'est pas évident que le parti puisse compter sur eux. Je suis d'accord, parce qu'ils sont tout nouveaux peut-être. Ils se disent que si des autres côtés c'est saturé, l'UDBN c'est peut-être la porte d'entrée. Et c'est pour moi un avantage d'une manière ou d'une autre de voir des gens nouvellement convaincus, des gens sans cadavre, des gens sans tache d'huile, des gens nouvellement venus en politique, peut-être plein d'idéologies s'ils y sont formés, pour pouvoir aller au charbon et aller véritablement à la conquête, non pas que d'un électorat, mais d'un militantisme nouveau. Parce que vous savez, si vous vendez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire pour moi, les partis politiques, ce qu'ils ont de plus cher, c'est la façon dont ils pensent la gouvernance d'un État. Pour moi, un parti politique, c'est la vision qu'il se fait d'un État dans la durée et dans les années d'après. Et donc, l'alternative que propose cette formation politique, in concreto, pour le développement d'un pays. Donc, s'il y a ce message qu'ils ont, qu'il est bien réfléchi, adapté à notre histoire, adapté à notre sociologie, à notre façon de concevoir le pouvoir, ils ont de quoi aller sur un terrain. Mais il y a d'autres moyens qui leur manquent. Aujourd'hui, ils n'ont pas de poste, donc pas de financement public de formation politique pour eux, ils n'ont pas de mandat électif. L'autre chose qui leur manque, quand ils se réclament de la mouvance présidentielle, c'est le soutien de Patrice Talon. On ne se cache pas derrière le bout de son doigt. Tant que ces formations politiques seront d'une manière ou d'une autre sur la sellette, si d'une manière ou d'une autre
ils sont, ces partis sont sur la braise de l'union ou de la fusion dans les gros blocs, et que c'est par résistance, c'est par envie personnelle, ou c'est pour incarner, un peu comme Roselyne Soglo, un parti politique, pour faire incarner un parti politique par une femme longtemps et faire refaire ces idéaux que nous avons vécus aux belles heures de notre démocratie à ces temps modernes aujourd'hui. Ils ont besoin du soutien de Patrice Talon s'ils se réclament de Patrice Talon. Parce que si sur le terrain, comme en 2020, certains partis de la mouvance présidentielle, en 2026, pourront dire ceux-là qui se réclament de la mouvance comme nous ne sont pas vraiment de la mouvance, ce sont des enfants nés hors de la maison, mouvance présidentielle, ils sont nés pendant que nous étions en affectation à l'intérieur du pays. Je pense que ce serait difficile pour eux. Certaines ressources, ils les ont, d'autres leur manquent. Et celles qui leur manquent pour moi sont plus nombreuses et ils ont du boulot. De l'argent, je pense que l'UDBN en a parce que, vous savez... Ah oui, l'UDBN a l'argent? Oui, l'UDBN en a parce que je pense que l'un des soutiens de ce parti, de l'ARN, voilà, c'est un opérateur économique également qui est très proche de la présidente. Je crois que la réforme du système partisan a voulu bannir cette façon de faire la politique. Oui, que voulez-vous? Que voulez-vous? Si elle est... enfin, cette manne financière fait quelque chose dans le parti, on ne peut pas l'empêcher de pouvoir venir au secours. Ils iront tirer les ressources où? Donc, moi, je pense que l'ARN aujourd'hui a du soutien financier et donc, ce n'est pas cela qui va manquer. Mais parfois, moi, je pense que ça ne va pas trop bien au niveau de la base parce que je connais un monsieur, son nom m'échappe, Auguste Noubodjeni, de Parakou, qui représente le parti là-bas. Parfois, il peinait à trouver les moyens pour faire des actions. Il était bien dégourdi, il était bien engagé, mais les moyens manquaient. Cela voudra dire que la présidente doit penser à véritablement doter les structures à la base de moyens, d'un peu de moyens pour travailler. Et ça doit être pareil dans toutes les communes. C'est pourquoi je dis, et William a été d'accord avec moi, qu'il faut dynamiser à nouveau les structures à la base. C'est très important. Les responsables, les porte-voix du parti à la base doivent sentir un minimum d'oxygène venant du haut pour pouvoir courir, pour pouvoir rattraper ce qui doit l'être. Donc je pense que cela, c'est important. Et si on doit s'en tenir au discours que moi j'ai lu, que j'ai parcouru, c'est que les uns et les autres sont engagés. Il y a d'abord la volonté personnelle, il y a l'énergie, il y a la volonté politique qui s'affiche aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, on a beau faire ces genres de commentaires, de discours, d'analyse ici, ça va être 2026 sera le baromètre véritable pour juger la RN si elle a raison de renaître de ses cendres, si elle a raison de se restructurer, si elle a raison de doter les instances dirigeantes d'autres membres. On le verra bien et on aura le temps à nouveau de juger de ce qu'ils feront. On attendra en tout cas 2026 pour voir un peu quel pourra être le nouveau poids de ce nouveau parti politique, nouveau parce que quand même c'est une nouvelle dénomination avec de nouvelles orientations et désormais une nouvelle idéologie. On espère en tout cas que cela pourra avoir une répercussion sur l'activité politique nationale. Les rapports avec les autres partis, notamment de la mouvance, sont pas vraiment des plus cordiaux. Quand on écoute un peu le discours de la présidente, obligée de réaffirmer qu'elle n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour ouvrir les portes de chez Patrice Talon, et qu'elle existe par elle-même, etc. On a l'impression que ce n'est pas donné d'avance. C'est pour ça que je ne me fie pas vraiment au discours tenu ce week-end, parce que vous savez, il y avait par exemple 3 formations politiques de la mouvance présidentielle dans l'un des autres partis, dans l'autre parti satellite par exemple. Il y avait 2 formations de l'opposition, si je ne me trompe. Mais est-ce que cela voudra dire que Claudine Prudencio, de fait, a été satisfaite d'un accompagnement de la famille mouvance présidentielle ou de la classe politique en général? Non, pas du tout. Pas du tout, c'était du formalisme, et purement du formalisme. C'est en cela que, comme vous le dites, il y a un peu, je ne dirais pas du chagrin, mais il y a un remords que Claudine Prudencio voudrait ramener à la surface et corriger. Pour moi, avec cette renaissance de l'Union démocratique pour un Bénin. Bon, aujourd'hui, elle a une quinzaine d'années d'expérience en politique. Elle a un parcours
parlementaire, le haut lieu de la politique, la citadelle de la démocratie. Secrétaire parlementaire, présidente de commission, éducation, ministre pendant 1 an, artisanat, tourisme. Elle connaît un peu l'arène politique. Franck l'a rappelé, elle est conjointe d'un opérateur économique qui connaît également l'arène politique d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les choses, elle ne referait plus certaines erreurs qu'elle a eu à faire il y a un certain nombre d'années. Mais est-ce que l'environnement, le contexte est favorable? Est-ce qu'elle a les ressources de tenir un environnement politique qui absorbe le PRD d'Adrien Ngouedji? C'est pas un jeu, c'est un catalyseur. Et nous sommes à 2 ans d'une échéance générale de 3 scrutins. Je doute, en fait, je doute. Et comme vous l'avez dit, elle a de quoi nous prouver qu'elle peut résister, qu'elle peut tenir. Lever ne serait-ce qu'un seul député en 2026 serait plus qu'un exploit. Trouver des conseillers communaux dans je ne sais quelle commune du Bénin serait un résultat pour elle. Et je crois qu'elle a seulement 2 ans. Ce n'est pas beaucoup. Nous sommes en politique. Personne ne lui rendra la tâche facile hein, autour de Patrice Talon ou dans les partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Elle doit pouvoir trouver la formule nécessaire. Elle doit pouvoir trouver le moyen de s'imposer. Et s'imposer, c'est d'abord travailler sur le terrain, trouver l'alchimie qu'il faut pour convaincre de ce qu'elle a la possibilité d'apporter un plus dans la bataille de 2026. Parce que ceux qui seront au soleil en 2026, c'est ceux qui auront réussi véritablement à bouger les lignes pour qu'il y ait une certaine victoire du camp présidentiel. Parce que là, ce n'est pas... rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance parce que il y a une force, un contrepoids qui est en face, qui travaille sérieusement aussi et qui va chercher, ma foi, à pouvoir arracher le pouvoir. Et donc, c'est un défi qu'ils se lancent aujourd'hui. Je ne sais pas si eux-mêmes, ils en mesurent véritablement la portée. Ça va être très difficile à essayer de montrer aux autres partis soutenant les actions du chef de l'État que nous existons parce que nous sommes capables et maintenant aller sur le terrain pour contrer l'autre vent que constitue l'opposition. Si ça n'est pas fait de la sorte et que nous restons dans le cadre des discours traditionnels, nous restons dans le cadre de nous allons, on ne descend pas à la base pour véritablement fouetter, doper le moral des militants, des responsables à la base, ça va échouer et je ne pense pas que ce soit la vision de la RN aujourd'hui. La RN, on veut bien comptabiliser leurs efforts enfin, à l'issue des élections de 2026 et il serait bien quand même que même pas au niveau de, moi je ne dis pas forcément au niveau des législatives et ainsi, déjà au niveau des communales et municipales, la RN parvient à s'imposer, à avoir quelques mairies. Ça va être déjà un bon début parce qu'ils viennent de renaître, l'UDBN renaît de ses cendres. Et donc, lorsqu'on renaît, on va à petits pas. On grandit petitement, on prend les choses avec prudence. Je crois qu'avec la réforme du système partisan, ils ont tout intérêt, en tout cas, à faire des résultats en 2026. Moi, je veux bien compter sur la grande expérience, vous l'avez rappelé, William Cleggan, de la présidente, qui a quand même occupé d'essentiels postes dans la République. Hein. Vous l'avez rappelé, 2 fois députée, 1 fois ministre, etc., directrice d'une institution ou président d'une institution de la République, etc. C'est quand même pas mal d'expérience accumulée avec le temps et j'espère bien que cela pourra l'aider davantage, ma foi, à faire asseoir ce parti, notamment à l'occasion de 2026, qui semble un tournant assez décisif pour leur survie au regard donc des exigences de la loi. Moi, je suis très admiratif de ce que la dame fait d'ailleurs, vous l'aviez rappelé, hein, quand on est dans un contexte où le contexte politique, pour me répéter, peut absorber de gros calibres comme la RB, comme le PSD, comme le PRD qui a longtemps résisté et fait un peu la tête, on doit se surprendre d'admirer un peu que l'UDBN, plus tard devenu RN de Claudine Péninsou, ait pu résister à tout ce vent-là. Maintenant,
tout ne peut pas s'asseoir sur les épaules de la seule présidente. Et c'est dans cela qu'on veut voir un peu ces jeunes qui sont autour d'elle, voir un peu de quoi est-ce qu'ils sont capables, qu'ils soient au nord avec votre ami à Parakou ou qu'ils soient dans le centre du Bénin ou au sud. On veut voir bien de quoi est-ce qu'ils sont capables. Il ne s'agit pas seulement de réclamer des moyens, parce qu'en politique, il ne s'agit pas seulement de moyens financiers. Encore que la réforme du système partisan a fait diminuer un peu le poids. Enfin, je l'espère. De l'argent, théoriquement. De l'argent sur l'activité politique. Mais quand vous voyez la publication des dépenses faites par les partis politiques lors des dernières élections, ça n'a pas autant diminué. Hein. Ouais. Oui, les moyens sont toujours déployés sur le terrain. Et ça, c'est ce qui est officiel. C'est ce qu'on rend. Voilà, c'est ce qu'on rend officiel en plus. Si vous allez véritablement dans les faits, les habitudes changent, mais timidement, très timidement. Alors, je pense qu'il faut poursuivre également dans ce sens-là pour que l'on enlève de sa petite tête que lorsqu'on ne vient pas vous voir avec des liasses d'argent, des billets de banque, vous n'êtes pas obligé de voter pour, mais plutôt chercher à savoir ce que chacun... Encore que les politiques nous ont habitués à la duperie. Lorsque vous vous en tenez à leur discours, vous ne prenez pas ce qui vous appartient tout de suite. Demain, on vous dira que, bon, j'ai jamais dit ça. De quoi parlez-vous? Vous n'avez rien pour prouver que quand le gars est venu vous voir autour de 22h ou 21h avant la clôture ça, c'est un peu trop tôt, de la campagne. Non, je parle de façon générale. Hein. Sinon, le porte-à-porte, c'est le jour des élections. Hein, je parle de façon à 5h du matin. Il y a une nouvelle stratégie que j'ai découverte à Cotonou lors des législatives dernières. Les représentants de partis politiques deviennent des émissaires des partis politiques le jour même du scrutin. Ben voilà. Il y a des signes avec les yeux, les cils, et après, je ne sais pas comment ça se passe. Et ça, c'est le Bénin. C'est comme quelqu'un qui m'a raconté, il dit... Voilà un chef quartier qui vient s'asseoir avec ses 3 pièces et tu sens que c'est dosé en bas. C'est-à-dire qu'il s'est apprêté pour venir. Je l'ai pas bas. Oui, tout ce que vous voulez. Mais qui te regarde des yeux, quand tu viens pour voter, il te regarde d'abord, il te fixe. Et tu comprends déjà la consigne qu'il est en train de donner. Donc, garde à toi si, éventuellement, dans la zone, dans la sphère, le périmètre... Si on ne saura pas qui a voté, non? De toute façon... mais si finalement, pour un parti pour lequel ça s'est fait, on ne voit aucun bulletin. Oui, c'est ce que je dis. Il va s'en prendre à qui? Ça me rappelle un ancien confrère qui allait voter avec toute sa famille quelque part dans le mono et qui s'est rendu compte qu'il n'a eu qu'une seule voix. Alors qu'il est sorti avec toute sa famille et qu'il a... En tout cas, qu'on lui a promis voter pour lui massivement. Mais en 2011, moi, j'ai couvert les élections à Djougou. Oui. Et il y a un poste de vote où ce leader politique dont je tais le nom a toujours voté. C'est là, il a toujours fait disons, un petit chaos de façon restreinte. Mais pour cette élection, il a voté là. Les populations ont acclamé, tout le monde s'est réjoui. Mais quand on a décompté, il n'a pas eu grand-chose. Tout le monde était surpris. Je parle du chaos de 2011. Voilà. Allez-y comprendre quelque chose. Oui, on voit déjà de qui vous parlez. Allez les gars, merci beaucoup. Je crois que le temps il est parti. On a fait environ une trentaine de minutes de discussion. Demain, on va se voir pour d'autres sujets de l'actualité. Mesdames et messieurs, je vais mettre un thème à cette émission. Hein. Mais vous aurez quand même à suivre 2 rendez-vous, notamment le rappel des faits ayant marqué l'actualité de la semaine écoulée et relayé par la rédaction de Canal 3 Bénin. La belle réalisation de Idriss Boukari. Juste après, vous aurez, si tout va très bien, hein, la revue de presse. En tout cas, moi, je souhaite de passer une très bonne journée et à demain. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le Hajj édition 2024 a été officiellement lancé le mardi 12 décembre 2023 par le ministre des Affaires étrangères. C'est le 5e pilier de l'islam. Pour cette année, il faut retenir que les frais de participation n'ont pas varié et s'élèvent à 3 500 000 francs CFA comme la dernière édition. Et le quota retenu par le Bénin est passé de 3 000 cette année à 2 300 pèlerins en 2024.
La cérémonie de lancement des préparatifs s'est déroulée à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères en présence du ministre de la Santé et celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, des membres de l'Union islamique du Bénin et des représentants des sociétés agréées et autres acteurs. Les insuffisances que nous avons eu à constater l'année dernière et les années précédentes, nous allons essayer ensemble, avec vous, avec nos compatriotes aussi pèlerins, de les corriger cette année. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi l'audience au cabinet du chef d'état-major des forces armées béninoises. Le général Fructueux Baguidi a eu un tête-à-tête le jeudi 14 décembre avec le chef d'état-major de l'armée belge. Au cours des discussions, le renforcement de la coopération entre le Bénin et la Belgique. Pendant l'audience, l'amiral Michel Hoffman a signé le livre d'or dans lequel il a exprimé la disponibilité de son pays à poursuivre cette coopération militaire. Au thème de l'audience, les deux personnalités militaires ont fait le point à la presse. La Belgique en Occident est un pays qui nous appuie dans la montée en puissance de nos forces. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'amiral est en ce moment au Bénin. Pendant ce temps, les parties prenantes de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine et son volet gestion de crise se sont retrouvées à la faveur d'un atelier organisé à Cotonou. Il s'agit de l'atelier de capitalisation des retombées après 3 ans d'exécution dans les villes de Parakou et Cotonou. Ces deux projets répondent aux orientations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour moderniser les dispositifs de sécurité et assurer la quiétude des populations par la prévention des menaces et la résolution des problèmes de sécurité. Les deux projets ont été financés par la Belgique et l'Union européenne. L'atelier de capitalisation marque la fin de la première phase du projet. Les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale se sont retrouvés le mardi 12 décembre 2023 avec les partenaires techniques et financiers du secteur pour un exercice d'évaluation. Il s'agit de la revue sectorielle conjointe au titre des années 2021-2022. Les travaux se sont déroulés au Palais des Congrès de Cotonou en présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanassor a désormais le titre de professeur titulaire des universités en sciences économiques et de gestion. À cet effet, ses collègues de la faculté lui ont rendu un hommage mérité. Au nom du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, président du conseil scientifique, toute la communauté universitaire lui a adressé ses vives félicitations. C'était en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.